Bien, mes chers collègues, je voulais attendre Guillaume Gontard, qui est co-rapporteur sur le dossier, mais comme il est un petit peu en retard, on va commencer. Parce que je crois en plus que à la fois Jean-Charles Parizeau et M. Prunier, vous avez, c'est quoi, 16h15 16h30. Jean-Charles aussi? Ouais, voilà. Bien, mes chers collègues, ceux d'entre vous qui ont participé au dernier déplacement de la délégation aux entreprises ont constaté, comme moi, que la question de l'assurance est devenue un sujet d'inquiétude majeure pour les chefs d'entreprise. À trouver, être entre l'envolée des coûts et la difficulté, voire l'impossibilité à trouver un porteur de risque, les entreprises se trouvent dans une situation très délicate en raison de nouvelles conditions assurantielles. Nous avons visité les entreprises ayant par exemple investi pour s'adapter au changement climatique, mais n'ayant pu trouver un assureur acceptant de couvrir les risques liés à l'installation de panneaux photovoltaïques ou de centrales de stockage d'énergie. On demande pourtant aux entreprises d'accélérer leur transition énergétique. Ce qui remonte du terrain est donc le constat qu'une impasse avec beaucoup d'entreprises qui ne parviennent plus à s'assurer. Les entreprises plus grandes trouvent quant à elles des solutions alternatives, par exemple avec les captives qui impliquent de constituer des réserves et de créer une entité distincte pour fournir une couverture d'assurance exclusivement à l'organisation mère ou à un groupe d'entités liées. On entend aussi parler de création de mutuelles, d'assurance paramétrique. Bref, le paysage de l'assurance d'entreprise est en pleine mutation et inquiète les PME. C'est pourquoi la délégation aux entreprises a décidé d'insérer le sujet des difficultés d'assurance dans une mission d'information plus large sur les nouvelles contraintes des entreprises. Je salue Guillaume Gontard, qui a été nommé co-rapporteur de cette mission. Et afin de nous aider à cibler les problématiques et à dessiner les contours de la mission, j'ai proposé une table ronde aujourd'hui visant à dresser un premier constat avec 3 intervenants que je remercie sincèrement. Monsieur Paul Esmain, vous êtes directeur général de France Assureur, qui fédère les entreprises d'assurance en France. Vous pourrez nous donner les premiers éléments chiffrés concernant l'assurance des entreprises et nous dire comment vous appréhendez la question des difficultés rencontrées sur le terrain. Monsieur Jean-Charles Parizeau, vous êtes président du groupe P3G, spécialisé dans l'ameublement et l'aménagement d'habitation. Je crois que la petite histoire dit que chacun a un meuble Parizeau chez lui en France. Moi, je connais bien le groupe Parizeau parce que c'est au Saunois. Donc, voilà. Et j'ai pu le visiter il y a quelques temps. On avait parlé des difficultés d'assurance. Vous venez de Haute-Saône. Vous avez déjà eu l'occasion de m'alerter sur les difficultés rencontrées par les entreprises de votre filière pour s'assurer. Il n'y a pas que vous. Le meuble en général, les entreprises d'ameublement en général rencontrent des difficultés, de ce qu'on avait échangé. Difficultés que vous pourrez relayer en nous disant ce que vous attendez plus globalement de la mission de notre délégation. Et enfin, monsieur Léonard Prunier, vous êtes président de Prunier SAS, mais aussi de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, la FEF. Vous pourrez évoquer la situation des entreprises de votre filière du secteur de l'agroalimentaire et les suggestions pour améliorer la situation. C'est pas un hasard. J'ai visité le SIAL, le salon de l'alimentation, avec le ministre Armand et la ministre Garnier. Et quand on est passé à d'autres stands, on est venu à parler de l'assurance et vous me dites, bah, nous, notre groupe, hier soir, on s'est fait virer. Bien évidemment, cette table ronde n'a pas vocation à traiter des cas particuliers de telle ou telle entreprise, mais bien de partir des constats du terrain, des témoignages des chefs d'entreprise pour réfléchir ensemble à une façon efficace d'aborder la question des défis en matière d'assurance des entreprises de France. Messieurs, je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous propose de vous laisser la parole pour un propos liminaire de, allez, on dit 8 minutes maxi, chacun, puis nous débuterons un débat pour rebondir sur vos analyses et témoignages. Donc, comme on l'a vu, messieurs Prunier et Parizeau doivent partir pour 16h30 au maximum. Donc, j'invite mes chers collègues, chacun d'entre vous, à être à la fois concis dans vos prises de parole et le plus précis possible. Je rappelle que cette table ronde est retransmise en direct sur le site internet du Sénat, puis en vidéo à la demande ensuite. Monsieur le directeur général Paul, on dit Esmain ou Esmain? Esmain. Je vous propose de débuter, ensuite monsieur Parizeau et monsieur Prunier. Merci. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis très heureux d'être invité à m'exprimer devant votre délégation sur le sujet important de l'assurance aux entreprises.
Je vais faire un propos introductif qui sera assez bref, comme vous y avez invité, pour laisser l'essentiel du temps aux questions. Peut-être pour brosser à grands traits ce que c'est que l'assurance entreprise aujourd'hui, qui est en réalité un secteur pluriel. Parce que si on regarde le total de l'assurance aux entreprises, c'est une activité qui représente en France un peu moins de 26 milliards d'euros, mais qui regroupe des activités qui sont de nature aussi disparate que par exemple l'assurance des flottes, l'assurance agricole, l'assurance construction, la responsabilité civile générale et, pour ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, le dommage aux biens des entreprises. Et même ce sous-segment de dommage aux biens des entreprises peut lui-même être subdivisé entre, on va dire, un segment professionnels, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les toutes petites entreprises, au sens de la classification INSEE, l'assurance des entreprises de plus grande taille, et enfin une troisième catégorie où on regroupe les collectivités locales, les immeubles et le risque cyber. Donc si on s'intéresse de manière plus spécifique à l'assurance de dommages aux biens des entreprises et non pas des professionnels, on est sur un marché en France de l'ordre de 3,7 milliards d'euros. Donc ce n'est pas un marché de niche, c'est un marché qui n'est significatif, mais c'est un marché qui néanmoins est à rapporter au total de l'assurance dommages et responsabilités en France, donc de 70 milliards. C'est un petit marché. C'est un marché qui représente de l'ordre de 5% du total de l'assurance de dommages et responsabilités en France. Si on regarde par qui s'est pratiquée cette activité d'assurance, en réalité, on a une situation qui est contrastée selon qu'on regarde l'assurance des petits professionnels, il n'y a rien de péjoratif dans le terme que j'emploie, et l'assurance des entreprises de plus grande taille. Dans le premier cas, on a une trentaine d'assureurs qui sont présents, alors que pour l'assurance des entreprises, on a en France une dizaine d'acteurs, une dizaine d'assureurs qui sont présents sur ce marché. Pour vous donner des points de comparaison, sur l'assurance auto, par exemple, il y a 100 assureurs qui interviennent en France. Sur l'assurance complémentaire santé, il y a 400 assureurs qui interviennent en France. Donc c'est un marché qui est relativement circonscrit, si on parle du marché de l'assurance aux entreprises. C'est un marché qui est néanmoins concurrentiel. 10 acteurs, c'est plus que ce qu'on voit dans un certain nombre de secteurs d'activité, en dehors du monde de l'assurance. Néanmoins, 10 acteurs, ça signifie aussi que lorsqu'on a un acteur de taille significative qui change sa politique commerciale, on pourra y revenir, par exemple parce qu'il souhaite, dans un sens, se développer fortement sur le marché, ou à contrario parce qu'il considère qu'il a une surexposition sur ses risques et qu'il souhaite les diversifier ou les mutualiser, ça peut se voir, ça peut être perceptible des assurés, chose qui est plus rarement le cas si on parle de l'assurance auto ou de l'assurance complémentaire santé. L'autre point sur lequel je souhaiterais insister, c'est le fait que ce segment de l'assurance entreprise connaît depuis plusieurs années une très forte sinistralité en France. Alors, ce n'est pas propre à l'assurance entreprise, c'est malheureusement ce qu'on observe sur pratiquement tous les segments d'assurance. Néanmoins, c'est un effet qu'on voit aussi sur le segment des entreprises. Pour vous donner là aussi quelques chiffres, on a 825 000 sinistres dommages aux biens en France en 2023. Le coût total, depuis 5 ans, mais en réalité on pourrait remonter plus loin, on observerait les mêmes phénomènes. Sur 5 ans, ça a augmenté de plus de 6% par an, la charge sinistre. Et rien qu'en 2023, on a une charge sinistre qui augmente encore de 8%. J'indique ça pour vous dire que c'est une réalité générale en assurance, c'est totalement décorrélé de l'inflation générale. L'inflation de la sinistralité en assurance est malheureusement décorrélée et évolue beaucoup plus fortement que ce qu'on observe sur l'inflation générale. Il y a beaucoup de raisons à ça. Par exemple, les sinistres climatiques. Les entreprises sont touchées comme les particuliers par les sinistres climatiques. Et comme vous l'imaginez, c'est quelque chose qui malheureusement évolue très très fortement. On est sur une multiplication par 4 du volume des sinistres climatiques en France sur une période de 40 ans. Il y a d'autres effets qui sont un peu les mêmes effets d'ailleurs qu'on observe sur le marché des particuliers. Le coût des pièces augmente, le coût de la réparation augmente, le coût de la main-d'œuvre augmente très fortement. Et tout ça mis bout à bout, les sinistres graves aussi ont une charge qui augmente très, très rapidement. Et tout ça mis bout à bout aboutit à une situation où on a une charge sinistre qui augmente de plus de 6% par an, comme je l'indiquais. Alors, puisque l'objet de cette table ronde, c'est de parler plus spécifiquement des problèmes d'assurance, je voudrais faire une remarque qui n'est pas
que sémantique et essayer de distinguer deux situations qui, à mon sens, sont de nature assez différente. Ce qui est, dans un cas de figure, les vrais problèmes d'assurabilité, parce qu'aujourd'hui, ce terme est utilisé un peu, de notre point de vue, à tort et à travers, pour dépeindre des situations qui ne sont pas en réalité des problèmes d'assurabilité. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire de la sémantique, mais dans mon esprit et dans l'esprit des assureurs, l'assurabilité, le problème d'assurabilité ou l'inassurabilité, ça devrait décrire une situation où, de manière structurelle, on a un problème d'assurance. Parce qu'on a notamment un problème de mutualisation des risques. C'est ce qu'on a observé au moment du Covid sur le risque lié à la pandémie. C'est ce qu'on est en train d'observer en Nouvelle-Calédonie sur la situation des émeutes et des mouvements populaires. Et je voudrais profiter de cette table ronde pour attirer ou tirer une sonnette d'alarme là-dessus. C'est ce qu'on peut risquer d'observer dans les années qui viennent sur le transport public de voyageurs. J'espère qu'on aura le temps d'y revenir, parce que c'est un vrai sujet de société. Mais hormis les cas que j'ai évoqués, il y a peut-être aussi un pan du cyber où on a un problème d'inassurabilité. Ce sont quand même des situations qui sont relativement circonscrites. Et à côté de ça, il peut y avoir des difficultés, mais qui sont plus d'ordre conjoncturel qu'on observe sur le marché, qui sont liées tout simplement au fait qu'on a un marché qui est relativement étroit, avec moins d'acteurs que sur d'autres segments d'assurance, et que donc il peut y avoir des effets perceptibles de l'évolution des politiques commerciales de certains acteurs. Alors ça fonctionne dans les deux sens. Si vous avez à un moment donné, c'est ce qu'on a observé dans les 10 dernières années, des acteurs qui souhaitent se développer fortement, augmenter fortement leur part de marché, ça va tirer les prix vers le bas, ce qu'on appelle en bon français, pardonnez-moi, un soft market. Donc c'est perceptible par les acteurs tout simplement parce que les prix sont largement tirés à la baisse. En revanche, si des acteurs dans un marché qui est numériquement limité, comme celui que j'ai indiqué, considèrent qu'à un moment donné, ils ont une surexposition au risque, qui veulent réorienter leur politique commerciale, qui considèrent pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir que les mesures de prévention ne sont pas suffisamment en place, on peut avoir la perception par les entreprises, plus qu'une perception, qui est une réalité, mais qui est une réalité conjoncturelle, qu'il y a des difficultés d'assurance. Et c'est par exemple ce qu'on observe de notre point de vue sur le marché des collectivités locales depuis maintenant quelques années. Donc je m'arrêterai là dans mon propos introductif. Je voudrais juste signaler qu'en tant qu'assureur, on est évidemment très attentif à ces situations d'assurabilité. On a évidemment à cœur d'accompagner les entreprises en tant que porteurs de risques, c'est notre métier principal, mais aussi, et c'est peut-être quelque chose qui est plus méconnu, en tout cas à laquelle on pense moins spontanément, en tant que financeur. Le monde de l'assurance, c'est 2500 milliards d'euros d'actifs. Pour l'essentiel de l'assurance vie, donc c'est l'argent qui nous est confié par nos assurés, hein, c'est l'argent des épargnants. Cet argent est investi à plus de 80% en zone euro et à plus de 50% en France. Et contrairement à une idée reçue, ça finance très majoritairement les entreprises. L'argent de l'assurance, les entreprises financent avec leurs actifs à près de 2/3 des entreprises. Et c'est uniquement la partie résiduelle, moins d'un quart, qui finance la dette d'État. En dehors de ces poches, il y a aussi d'autres types, par exemple d'investissements, par exemple des prêts. Donc nous avons à cœur d'accompagner les entreprises, aussi bien en tant que porteurs de risques qu'en tant que financeurs de l'économie. Merci, monsieur le directeur. Jean-Charles Parizeau, pour... Alors, le groupe P3G, mais plus généralement sur la problématique concernant les entreprises du bois, de l'ameublement et compagnie, parce que je pense que vous avez échangé avec la présidente des entreprises d'ameublement. Un petit peu. Je connais à peu près, mais mon témoignage reflète parfaitement ce qui se passe dans la profession, et je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir invité. L'assurance l'assureur n'est pas un fournisseur comme les autres. Dans notre métier, alors je me présente rapidement, Jean-Charles Parizeau, groupe P3G, anciennement groupe Parizeau pour ceux qui connaissaient. Donc on fabrique des meubles meublants qui vont dans toutes les maisons de France et d'Europe, des meubles pas chers. Au moment où on parle
de souveraineté industrielle. Alors, ce n'est pas des médicaments, ce n'est pas de l'aéronautique, mais ce sont des meubles que les Français achètent et consomment. Et voilà. Et on est sur des meubles pas chers, on n'est pas sur du luxe, etc. Donc, on est des industriels, on est en Haute-Saône. On a 4 sites industriels en Haute-Saône, avec plus de 1000 personnes qui y travaillent. Et, voilà. Et effectivement, l'assureur n'est pas un fournisseur comme les autres. Alors, on n'a pas une obligation d'être assuré, mais celui qui ne s'assure pas, il est un peu fou parce que le risque industriel est très élevé, les usines sont grosses, et on manipule beaucoup de matières premières, de bois, etc. Sauf qu'effectivement, vous m'avez invité à bon escient parce qu'on a des vraies difficultés qui se retrouvent en difficultés économiques, en difficulté de compétitivité. C'est-à-dire le poids de l'assurance aujourd'hui affecte notre compétitivité au regard de nos concurrents en Europe de l'Est ou même encore plus loin en Chine, puisque notre concurrence est mondiale, chinoise et Europe de l'Est. Et ça, c'est un vrai souci. Alors, pour vous donner quelques chiffres, alors je donne mon témoignage, encore une fois, il a été partagé avec certains de mes confrères et ils ont exactement les mêmes sujets. On a un panel possible d'assureurs, entre 40 et 60 assureurs pour nos risques. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une quinzaine, une dizaine qui répondent, qui ouvrent, qui acceptent d'ouvrir le dossier sur le secteur du bois et de l'ameublement. Les autres ont fermé le livre et disent on n'assure plus ce secteur d'activité. Donc c'est compliqué. La deuxième difficulté, c'est que ceux qui restent disent d'accord, mais on vient avec une prime minimum très élevée. Quelle que soit la limite, si vous voulez baisser votre capital couvert, ça changera rien la prime. Donc on a une élasticité, une difficulté à gérer nous-mêmes notre prime et d'essayer de faire les efforts pour baisser cette prime, y compris pour les investissements demandés par les assureurs, pour améliorer sans cesse la sécurité de nos installations. Il faut investir plusieurs millions par an. Mais ça ne fait pas baisser la prime, ça évite peut-être de la faire augmenter. Et puis elle a augmenté évidemment. Je vais vous donner des chiffres. Ils sont bon, il n'y a pas en toute transparence. Pour ces 4 sites français, on payait à peu près 500 000 € de prime d'assurance il y a une douzaine d'années. Puis on est passé en 2019 à 820 000 €. Et aujourd'hui, pour le même risque et on est à 2,2 millions. Voilà, 2,2 millions pour fabriquer des meubles qui sont vendus à un prix moins cher que le kilo de fraises, comme je dis souvent. Donc c'est très compliqué, En parallèle de ça, les garanties sont en baisse forte. 40% de baisse de garantie. On avait un capital maximum, une limite d'indemnisation à un certain niveau. Elle a baissé, avec cette hausse, elle a baissé de 40%. Et pour couronner le tout, les franchises ont été multipliées par 2. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est assuré, ce sont vraiment des catastrophes, mais tout ce qui relève de bris de machine, de conséquences qui durent moins de 15 jours, alors ça affecte directement nos comptes d'exploitation sans que ça puisse être couvert par les assureurs. Donc on est vraiment sur une ligne de crête entre compétitivité et assurabilité qui est assez compliquée à tenir. Et ce qui était avant une ligne de coût qu'on traitait comme un fournisseur, aujourd'hui c'est une inquiétude réelle. Et je connais des confrères qui ne sont pas assurés parce qu'ils n'ont pas réussi à se réassurer. Et d'autres, effectivement, qui vivent la même chose que moi avec des hausses de primes considérables qui sont difficilement tenables par les temps qui courent. Voilà pour mon témoignage. Merci, Monsieur Parisot. Une toute petite question. Quand vous parlez de conditions différentes avec un prix qui a augmenté, si on parle par exemple franchise, je crois que j'avais entendu qu'au niveau des franchises, il y avait... Écoutez, on était à une franchise à 200 ou 300 000 € il y a 10 ans. On est passé à 1 million d'euros. Et là, la discussion aujourd'hui, dans quelques mois, c'est de passer à 2 millions d'euros de franchise. Donc un sinistre à 2 millions d'euros, on n'en a pas beaucoup.
rarement même. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on n'est quasiment pas assuré. On est assuré que pour les catastrophes planétaires qui... Voilà. J'ajoute qu'en bon haut-saônois pragmatique, je ne connais pas les algorithmes qui font justement cette mutualisation des risques entre tout ce qui se passe, parce que nos assureurs nous expliquent qu'à cause de la Calédonie, à cause de la tempête Tartampion, etc., nous, en Haute-Saône, on va fabriquer des meubles beaucoup plus chers. Voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué. C'est comme les attentats. En Haute-Saône, des attentats, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai que ça impacte la compétitivité. Pour vous donner aussi une comparaison, puisque notre groupe possède aussi des usines dans des pays de l'Est, nous n'avons pas ces hausses de prix. Nous n'avons pas connu ces hausses de prix, nous n'avons pas de primes attentats exceptionnelles, nous n'avons pas de catnat complémentaires. C'est resté une ligne de coût que nous traitons chaque année, que nous négocions, parfois à la baisse, parfois à la hausse, en fonction de certains critères. Donc on va dire en France, on est plutôt traité de manière très très particulière. Alors j'imagine en Allemagne aussi, mais voilà. Mais nos concurrents dans notre métier sont dans des pays où ils n'ont pas ces mêmes difficultés. Donc ça met en danger l'industrie de l'ameublement, tout simplement. Pas seulement, il y a d'autres critères, l'énergie est complète. Voilà. Ça tombe bien que vous disiez l'énergie, parce que le deuxième gros point de ce rapport, de cette mission, c'est sur les difficultés d'accès et le coût de l'énergie. Mais aujourd'hui, on est sur l'assurance, mais ça fera partie de ce rapport, avec d'autres contraintes également qui sont sorties de terre ces dernières années. C'est assurance, énergie et... 2-3 autres choses, quoi. Mais c'est les deux gros pavés qu'on décide de traiter. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Prunier. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci pour cette réactivité, parce qu'on en a parlé il n'y a même pas 15 jours. Voilà, donc moi qui je suis, donc Léonard Prunier, donc j'ai repris l'entreprise familiale avec mon frère il y a 7 ans maintenant. Donc on fait la charcuterie à Conneré dans la Sarthe et on a racheté une entreprise en Mayenne, donc c'est 200 collaborateurs et 45 millions de chiffre d'affaires. Et je suis le président de la FEF, donc la FEF qui met en relation les entreprises PME, TI françaises avec la distribution française. La FEF aujourd'hui c'est 1000 adhérents, c'est 21 milliards de chiffre d'affaires, c'est 50 000 emplois directs sur le territoire. Voilà. Et avec des entreprises plutôt en difficulté globalement, parce qu'on a 33% d'entreprises déficitaires, mais ça c'est les sujets EGalim 1, 2, 4, 6, 8, 10, mais qui nous ont mis au tapis. Et donc, dans la hausse un peu des coûts, a surgi, il y avait le sujet des assurances qui était un sujet latent chez les uns, chez les autres. Et alors là, cette année, c'est le tsunami. Parce que, moi j'en fais partie, mais mon cas n'est pas le sujet. On a entendu 1, 2, 3 entreprises industrielles se faire résilier. Et on vient de faire un sondage, 23% de nos adhérents se sont fait résilier de leur assurance avant le 31 octobre. Donc c'est-à-dire qu'on a 3 mois pour s'assurer et trouver un autre assureur. Alors là, je viens d'apprendre quelque chose, Monsieur Esmin, moi je ne connais pas bien, je ne suis pas un spécialiste de l'assurance, je ne connais pas bien, mais nous, on a identifié à la FEF 3 groupes qui résilient massivement. Donc s'il n'y en a que 10, ça ne nous laisse plus beaucoup de solutions de repli. Alors déjà que la solution était compliquée parce qu'il faut de la coassurance, de la réassurance. Enfin, je vous avouerai que j'ai du mal avec les termes, mais voilà, c'est un sujet complexe pour un chef d'entreprise de PME, l'assurance, mais c'est vital. Moi, en tant que dirigeant, je ne peux pas être assuré parce que, alors je parle de l'assurance dommage aux biens et de l'assurance perte d'exploitation. Imaginons, et je touche du bois, moi j'ai jamais eu de sinistre en 70 ans, mais que mon entreprise brûle. L'assureur vient financer la reconstruction, permet de couvrir la perte d'exploitation. Enfin, c'est des enjeux majeurs parce qu'on est des métiers à risque. Alors après, et on voit que cette résiliation, dans les premiers tours qu'on a, se fait sans motif intuité entreprise. Pardon, c'est ce que j'allais vous demander, si je peux me permettre, les motifs de résiliation de ces 230 là, sur le sondage, c'est 40 qui sont résiliés. On sait que nos sondages sont fiables, donc voilà, ça fait quasiment 200. Mais qu'est-ce qu'on a invoqué comme motif pour résilier 3 mois avant l'échéance il y a un assureur, le motif est simple, il quitte l'agroalimentaire. Point barre. Donc c'est une question de secteur d'activité. C'est une question de secteur d'activité, c'est ce qu'il écrit dans son courrier. Réaffectation, je ne sais pas quoi, on abandonne l'agroalimentaire. Donc là, le meuble est très important. L'agroalimentaire, c'est le quotidien. Donc si nos entreprises
ne peuvent plus vivre, il n'y a plus de monde agricole, je rappelle. On est complètement interdépendants. Nos entreprises transforment, 78% de nos matières premières agricoles dans nos entreprises sont françaises. Dans 43% des cas, la matière agricole vient à moins de 300 km de l'entreprise. Donc on est complètement lié au monde agricole. Donc, sans eux, on ne peut pas vivre, mais sans nous, ils ne peuvent pas vivre. Donc là, on est face à une situation d'urgence, parce qu'on a besoin d'être assuré. Alors après, se rajoutent d'autres risques qui sont de plus en plus problématiques, qui sont les risques de crise sanitaire et tout ça, là, qui sont intimement liés à notre métier, mais on en a aussi besoin parce que nos clients exigent que l'on soit assuré, sinon on ne peut pas travailler avec nos clients. Donc là, on est face à une impasse, c'est clair. Nos adhérents qui ont été résiliés ont 3 mois pour trouver une assurance. Autant vous dire que les chefs d'entreprise dorment plus très bien. Parce que c'est quand même un enjeu. Alors on ne souhaite pas, vous savez, l'assureur, c'est vraiment la personne qu'on n'a pas envie de solliciter. Moins on voit son assureur, mieux on se porte. Mais c'est quand même notre assurance vie dans nos entreprises. Donc voilà. Donc on est face à une situation qui est un vrai problème, sachant que ça fait déjà plusieurs années que c'était latent, parce qu'on nous demande d'investir en permanence. Alors heureusement, on fait de la prévention, parce que notre intérêt à nous, et que notre routier n'ait pas de problème. Attention. Mais là, on est face à des choix stratégiques. Alors nous, on a identifié 3 groupes massifs et en 3 mois. Avec des difficultés de négociation, parce que quand vous avez 3 mois pour négocier des contrats importants, c'est valable dans les affaires en général. Si vous êtes dans la précipitation et dans le besoin, forcément, vous êtes dans une moins bonne position pour négocier. On est dans une moins bonne position pour négocier, mais j'ai presque envie de vous dire, pour des entreprises, là, il faut absolument un assureur. Le prix on ne pourra même plus négocier. Là, il faut qu'il y ait des assureurs qui acceptent de couvrir l'industrie agroalimentaire française. Alors, et on entend des grands groupes agroalimentaires qui sont en train de créer leur propre caisse interne d'assurance. Et eux, ils en ont les moyens, mais les PME, elles ne peuvent pas. Donc non, là, c'est un vrai enjeu stratégique sur la filière agroalimentaire. Alors, je parle que de l'agroalimentaire, parce que dans notre sondage, on a à la FEF 90% dans l'agroalimentaire et 10% de non-alimentaire. Je ne suis pas capable de différencier les deux, mais globalement, c'est l'agroalimentaire qui est touché. En plus, vu les groupes d'assurance qui étaient très, très impliqués dans l'agroalimentaire. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole à Guillaume Gontard, qui est co-rapporteur sur cette mission. Juste après, on donnera aussi la parole à Monsieur Esmin. Voilà, il y a quand même des sujets, c'est du factuel, donc savoir ce que vous pouvez nous dire sur le sujet. Et puis après, mes collègues, vous avez une boucle WhatsApp qui vous permet de vous inscrire si vous avez une question ou prendre la parole. Il suffit d'aller sur la boucle, vous dites j'ai une question et puis on fera passer après si vous n'êtes pas sur la boucle. Je vous verrai pour vous donner la parole, mais c'est plus facile quand vous vous inscrivez l'un après l'autre. Merci. Guillaume. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme ça vient d'être dit, c'est vrai qu'on a lancé cette réflexion, en tout cas ce travail sur les coûts, en tout cas induits dont font face les entreprises. Et c'est vrai que dans ce qu'on a pu lister, il y a la question énergétique, le prix de l'électricité, etc., qui ont un impact évidemment très fort sur les entreprises, mais le coût de l'assurance, et vous l'avez très bien décrit, est aussi quelque chose qui à la fois est en évolution, mais prend une part particulièrement importante. En vous écoutant, c'est même au-delà même de ce qu'on pouvait imaginer, en tout cas sur l'impact que ça peut avoir sur la viabilité en tout cas des entreprises, sur la compétitivité. Donc le but en fait c'est d'arriver à comprendre ce pourquoi. C'est vrai que sur le système assurantiel, on sait que globalement en tout cas il y a une vraie réflexion générale à avoir, puisque cette problématique-là, on la voit que ça soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des collectivités, mais même des particuliers, puisqu'on voit aussi dans beaucoup de zones et de secteurs une difficulté à s'assurer, des coûts d'assurance qui sont de plus en plus élevés. Je pense aux collectivités aussi, certaines collectivités qui réfléchissent en fait à s'auto-assurer, en tout cas à avoir un système d'assurance propre, parce que justement, soit elles ne trouvent plus de compagnie d'assurance, soit les coûts sont trop importants. Donc moi, en fait, j'aurais juste par rapport à, là, du coup, je m'adresse au directeur général de France Assurance, de plutôt comprendre, enfin, je trouve que dans ce que vous avez pu détailler, il manquait peut-être un petit peu de comprendre réellement qu'est-ce qui fait que, justement, à la fois, alors, j'ai bien compris qu'il y avait très peu de compagnies d'assurance, et donc, forcément, quand il y en a 4, 5 qui se désengagent, ben, forcément, il en reste plus beaucoup.
Mais qu'est-ce qui induit justement ce coût d'assurance? Parce que c'est vrai qu'on a tout ce qui peut être aléas climatiques, dérèglements climatiques, etc., qui sont des impacts importants. On a, vous avez parlé de la question des émeutes, Nouvelle-Calédonie, etc., qui peut avoir et qui sont des risques. Mais est-ce que ça suffit en tout cas à justifier cette augmentation et surtout cette absence de prise de risque en fait sur l'accompagnement des entreprises? Et puis mon autre question est peut-être aussi sur qu'est-ce qui fait qu'un secteur comme l'agroalimentaire ou l'ameublement serait plus risqué en fait qu'un autre? En gros, comment du coup sont étudiés de votre part en fait à la fois les risques par branche et qu'est-ce que du coup qui justifie justement cette non-implication dans certains secteurs, ou en tout cas ce désengagement dans certains secteurs par rapport à d'autres? Voilà, merci. Merci Guillaume. Moi j'irai plus loin encore dans la question de... Mais on est là pour se dire les choses. Est-ce qu'il y a une volonté du monde de l'assurance de laisser certains secteurs agroalimentaires, ameublement, de dire maintenant au niveau de l'assurance, nous on pose des conditions tellement élevées. Oui. On pose des conditions tellement élevées que débrouillez-vous, organisez-vous. Nous, si on peut se retirer du système, c'est pas plus mal. On a d'autres... Je vous dis les choses franchement, parce qu'on a le droit de se poser ces questions. On a d'autres secteurs moins risqués, qui rapportent plus. On a d'autres aussi objectifs. Vous parliez tout à l'heure, oui, à l'épargne, les prêts, etc. On s'oriente plus vers un secteur bancaire plutôt qu'un secteur assurantiel. Est-ce qu'il y a cette volonté aujourd'hui manifestée? Parce que se rendre compte quand même que 23% des entreprises adhérentes à la FEF, qu'énormément d'entreprises de l'ameublement, que dans l'ameublement on est passé en 12 ans d'une prime de 500 000 à 2 millions, plus de 2 millions d'euros, enfin, il y a une volonté quelque part quand même. Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais je pense que la remarque est plutôt très bonne. C'est vrai que dans l'orientation que vous voulez avoir, mais peut-être par rapport du coup aux entreprises, c'est vrai que vous avez parlé de caisses internes en tout cas, et qu'effectivement il y avait des réflexions, il y a des caisses internes qui peuvent se monter, en tout cas se réfléchir. Est-ce qu'au niveau de vos organisations, il y a des réflexions justement en disant à un moment donné, voilà, si on n'a plus cette réponse au niveau du secteur de l'assurance, on va réfléchir nous-mêmes à notre propre système d'assurance. En tout cas, est-ce que c'est des choses qui sont réfléchies et qui sont discutées? À ma connaissance, non, sur le domaine de l'ameublement. Mais ça, faut que j'investigue et que j'en parle à Cathy Dufour, mais à ma connaissance, non. Mais pour moi, c'est très très complexe à mettre en place, hein, très très complexe. C'est un métier. Hein, enfin, complexe, puis peut-être coûteux aussi, parce que pour pouvoir monter un tel système, il faut dégager des marges qui vous permettent aussi de pouvoir monter un système assurantiel. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans l'ameublement, les marges, surtout l'ameublement entre guillemets bas coût, oui, les marges permettent de monter une telle organisation. Et puis j'imagine qu'il y a une législation d'assurance qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans ce sens-là. Monsieur Prunier, vous vouliez rajouter? Ah non, pour moi, c'est chacun son métier. Hein. Faut pas se tromper quand même. Si tout le monde commence à faire le métier de tout le monde, ça marche plus. Après, je sais que c'est une remarque que j'entends dans des grands groupes très gros, plusieurs milliards de chiffre d'affaires, mais pour des PME, c'est inenvisageable. C'est pas notre métier. Chacun doit se concentrer sur ce qu'il sait faire, et chacun doit prendre sa part de risque. Donc, pour répondre de manière directe à la question que vous m'avez adressée, est-ce qu'il y a une volonté de désengagement de certains secteurs d'activité? La réponse est non. Au contraire, les assureurs veulent être présents sur l'ensemble des secteurs d'activité. Mon voisin de droite disait que les assureurs ne sont pas des fournisseurs comme les autres. Je comprends tout à fait votre point de vue, de la même manière que je comprends l'inquiétude que vous avez exprimée. Néanmoins, les assureurs sont des entreprises comme les autres, au sens où ils ont des raisonnements économiques comme la totalité des entreprises qui sont en France. C'est-à-dire que toutes les entreprises veulent, par définition, développer leur activité, la développer de manière rentable, et chaque fois qu'ils doivent renoncer à un client ou refuser un client, c'est forcément un constat d'échec, parce que ça signifie qu'ils ne vont pas se développer autant qu'ils auraient pu ou qu'ils auraient souhaité le faire. Donc, quand on en arrive là, quand on arrive dans une situation où
un assureur refuse un client dans les souscriptions nouvelles ou résilie des assurés qu'ils accompagnaient jusqu'à présent, c'est jamais une décision volontaire. C'est-à-dire, c'est pas une décision volontaire au sens où ils auraient la volonté de le faire pour se désengager. C'est forcément quelque chose qui va à contre-courant de leurs intérêts économiques naturels. Encore une fois, toute entreprise et les assureurs ne feront pas exception à la règle, cherchent à se développer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les cas de figure où, malgré cette volonté naturelle première de se développer, on en arrive à un marché tel que les assureurs considèrent qu'ils ne sont plus en mesure de porter certains risques. En réalité, il peut y avoir plusieurs phénomènes qui sont de nature différente et je pense qu'il faut soigneusement les distinguer si on veut faire un diagnostic qui soit juste. Il y a d'abord les situations où les assureurs considèrent que le marché est structurellement déficitaire. Je dis bien déficitaire, je ne dis pas qu'ils ne gagnent pas suffisamment d'argent, je dis qu'ils en perdent. C'est le cas d'un certain nombre de marchés, et c'est notamment le cas du marché, pour un des exemples qu'on étudie, dont on parle dans cette table ronde, du marché du bois. Je n'ai pas de chiffres récents, parce qu'on regarde sur les sous-segments d'assurance, on regarde à ce niveau de granularité que tous les 5 ans, et donc je n'ai pas de chiffres sur la période 2020-2024, donc peut-être que les choses ont changé, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est parce qu'on a regardé avec Christophe avant notre échange, ce qu'il en était sur les 5 ans passés, où on a pour le coup des statistiques extrêmement fines, sur la période 2015, 2016, 2017, 2018 jusqu'à 2020, on a un marché qui est extrêmement déficitaire sur l'industrie du bois. Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour vous expliquer pourquoi. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de l'ensemble des Une précision, des branches, quand vous dites déficitaire, c'est les entreprises sont déficitaires ou c'est l'assurance de ces entreprises coûte plus cher qu'elle ne... Ça veut dire que de manière chronique, les primes d'assurance sont insuffisantes pour faire face à la charge sinistre. Et quand je dis la charge sinistre, c'est à la fois les prestations qui sont versées aux assurés et le coût de gestion, donc notamment la masse salariale des compagnies d'assurance pour gérer ces sinistres. Les chiffres, on pourra vous les partager avec vous. De toute manière, ils sont publics. Hein. Ils sont édifiants. Sur la période 2015-2020, on est sur des résultats techniques qui sont extrêmement dégradés pour sur ce segment qui est spécifique. Alors, pourquoi est-ce qu'on observe ça en France? De ce que vous disiez, on n'observerait pas la même chose à l'étranger. Très honnêtement, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que la politique de souscription d'une compagnie d'assurance, elle se fait, bien qu'il y ait des phénomènes de mutualisation, elle se fait en regardant d'abord un segment donné. C'est-à-dire que on n'augmente pas les tarifs sur les entreprises en métropole sur un segment donné parce qu'il y a des émeutes en métropole. C'est pas comme ça que ça en Nouvelle-Calédonie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. In fine, les assureurs cherchent à diversifier leurs risques pour ne pas être surexposés à tel type de risque. Néanmoins, quand elles font une analyse pour savoir si tel segment de leur activité est rentable ou non, c'est sur ce segment qu'elles vont faire l'analyse, c'est pas de manière globale. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Il y a un deuxième cas de figure. Juste pour finir, pour préciser sur le sujet, moi j'ai toujours compris, je connais un petit peu le monde de l'assurance, qu'on était vraiment sur de la vraie mutualisation. C'est-à-dire que oui, on sait qu'il y a des secteurs qui coûtent pendant un certain temps, puis après qui coûtent moins. On a des secteurs qui équilibrent, puis des secteurs qui rapportent beaucoup d'argent. Et c'est l'équilibre entre ces secteurs qui fait qu'au bout, il y a quand même des marges dégagées par la compagnie d'assurance. Mais c'est sûr que si on élimine les secteurs qui coûtent le plus, là où on travaille par secteur, les risques ils sont quand même beaucoup moins dilués et finalement on n'en prend pas beaucoup, quoi. Alors peut-être une précision parce que je fais exprès de vous... Non mais vous avez raison, autant cette table ronde sera d'autant plus utile qu'on se dira les choses de manière sincère. L'assurance c'est par nature une activité aléatoire, c'est même la définition même de l'assurance. Donc effectivement prendre des risques, c'est la base du métier de l'assurance et le principe de la diversification fait que un groupe qui fait de l'assurance auto, de l'assurance habitation, de l'assurance entreprise, de l'assurance vie, de l'assurance santé, c'est pas illogique que certaines années il y ait certains segments qui sont plus ou moins bénéficiaires ou plus ou moins déficitaires et que l'équilibre se fasse avec une vision d'ensemble. Donc effectivement, une bonne gestion des risques de compagnie d'assurance pour une compagnie d'assurance diversifiée,
ça consiste effectivement à diversifier ces sources de risque. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas considérer les segments de manière spécifique quand on constate que de manière chronique, et le problème est bien là, c'est-à-dire que sur certains segments d'activité, on a des déficits de manière chronique. Et donc, en réalité, on n'est plus dans un phénomène d'aléa et de compensation d'une année sur l'autre entre segments d'activité. On est plus dans un système où il y aurait une sorte de subvention de certains secteurs vers d'autres secteurs, que ce soit vers le particulier, vers l'entreprise, ou l'entreprise vers le particulier. Et ça, ce ne sont pas des raisonnements qui peuvent trouver à s'appliquer sur le long terme, tout simplement parce que si on est dans ces cas de figure, il y aura toujours des nouveaux acteurs qui iront chercher les segments les plus lucratifs et qui le feront au détriment des autres. Donc un assureur a, quoi qu'on en dise, la nécessité d'équilibrer sur le long terme, en moyenne, tous ces segments d'activité, parce que sinon le système finira par s'écrouler de lui-même. Donc ça, c'est un premier cas de figure, la situation où des difficultés peuvent venir du caractère non rentable, pour dire les choses tout simplement, de certains segments d'activité et de l'analyse des assureurs qui, malgré les évolutions tarifaires ou l'évolution des franchises, ils auront du mal à revenir à une situation qui soit plus satisfaisante d'un point de vue économique. Il y a à côté, et c'est pour ça que je pense qu'il faut bien distinguer les cas de figure, des situations qui sont beaucoup plus conjoncturelles ou, comme Monsieur Prunier l'a évoqué, je conçois que ce soit une situation qui soit extrêmement inconfortable, de se retrouver à 3 mois de l'échéance sans assureur et à devoir renégocier un petit peu en urgence. C'est effectivement, on peut tous le comprendre, une situation qui est particulièrement inconfortable. Je pense que, pour autant que je sois capable de juger de la situation, on est plutôt dans un autre cas de figure où on a un certain nombre d'acteurs qui décident, parce qu'ils étaient à un moment donné surexposés à certains types de risques, qui décident de changer leur politique commerciale. Ce n'est pas forcément très audible pour les assurés, mais on se retrouve dans une situation où effectivement il y a un nombre d'assurés, je ne suis pas capable de définir, qui se retrouvent dans le même moment à devoir trouver un assureur alternatif. Mais je pense qu'on est vraiment dans des cas de figure et dans des situations qui sont en réalité, quand on regarde les sous-jacents, qui sont de nature assez différente. Merci, Monsieur le Directeur. Monsieur le Président, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je dirais, là, si on élargit le sujet, on a un problème de fond. On veut réindustrialiser ce pays et les industriels n'arrivent plus à s'assurer. Donc là, je m'adresse à vous en tant que sénateur. Là, on a un problème de fond. Qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire ? Et qui dit une usine dit une assurance. Donc je sais pas, moi je connais rien au monde de l'assurance, je connais rien. Et qui dit des usines, voilà, si on veut des usines, il nous faut des assurances. Ça peut pas marcher autrement. Donc là, vous en tant que sénateur, vous savez, on a plein de contradictions. On parle souvent tout à l'heure, je crois que c'était évoqué, les panneaux photovoltaïques. Nous, on sait qu'il faut surtout pas en mettre parce que sinon on n'est plus assuré. Donc, d'un côté, on nous dit mettez-en, mais de l'autre côté, on vous dit si vous en mettez, je vous assure plus. Oui. Aujourd'hui, il fait ça, mais je dirais les pompiers le disent eux-mêmes. Là, c'est même pas une question d'assurance. Aujourd'hui, il est hors de question de mettre des panneaux sur un toit d'usine. Vous savez que les pompiers n'interviennent pas. Ils le disent, mais ils ont sûrement raison. Il y a des risques pour eux. Donc, faut faire attention à toutes ces injonctions contradictoires. Mais la vraie question de fond, si on veut se remettre au niveau industriel global, je ne parle pas que l'agroalimentaire, mais des deux, que l'Allemagne, il faut multiplier par 2 le nombre d'usines en France. C'est à peu près ça les ratios, tellement on est en retard. Mais si on n'a pas d'assurance, faut changer de politique pour notre pays. Je peux témoigner sur les panneaux photovoltaïques sur nos usines en Europe de l'Est. On a mis des panneaux photovoltaïques sur plusieurs bâtiments. On n'a eu aucune augmentation du taux d'assurance, simplement une petite valeur complémentaire liée à la valeur des panneaux photovoltaïques. Donc c'est le problème, c'est le problème de compétitivité, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de réglementations, de pratiques assurantielles, etc., qui ne, de mon sens, qui ne regardent pas ce qui fait ailleurs. Ce qui fait que nous avons des décalages de compétitivité qui essayent de tuer l'industrie française. Et c'est ça le vrai souci. J'ajouterais qu'il y a une piste, puisque
vous aviez la question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a une piste aussi, c'est que je pense, mais peut-être M. Esmin pourrait le confirmer ou pas, je pense que le coût des sinistres augmente fortement, du fait aussi d'un contexte réglementaire, d'un contexte de construction, d'un contexte d'écologie, etc., qui fait que refaire une usine à neuf, ça sera beaucoup, beaucoup plus coûteux que d'utiliser les usines existantes. Et ça aussi, c'est une piste à travailler, parce que, alors ça, c'est profondément ancré aussi dans notre pratique réglementaire, mais c'est un vrai problème. Et encore une fois, on n'a pas du tout ces sujets-là dans d'autres pays voisins qui ne sont pas si loin. Alors ça ne s'adresse pas qu'au monde de l'industrie. Hein. Moi, j'avais fait, quand j'étais maire, il n'y a pas si longtemps, une comparaison. On avait acheté une maison en ruine pour faire un bâtiment un peu spécial avec l'UDAF. Et j'avais demandé à un de mes spécialistes en bâtiment de comparer le coût si on l'avait fait 10 ans avant, à inflation, hein, et le coût avec les nouvelles normes, obligations, sécurité, etc. On était à plus 25%. Juste parce qu'il fallait des éléments en plus au niveau sécurité, des normes, etc. Plus 25%. Une petite question à M. Esmin. Est-ce que les assureurs, aujourd'hui, vont refuser d'assurer tous les biens qui sont en Nouvelle-Calédonie? Pas Nouvelle-Calédonie, oui. Chaque assureur est évidemment libre de sa politique de souscription. Moi, de ce qui me remonte, aujourd'hui, il n'y a pas un refus d'assurance, mais il y a un sort particulier qui est fait à la garantie qui couvre les émeutes et les mouvements populaires. De ce qui m'est des échanges que j'ai eus, effectivement, de manière bilatérale, il y a un certain nombre d'assureurs, des gros assureurs présents en Nouvelle-Calédonie, qui arrivent effectivement au constat qu'il n'est plus possible de proposer cette garantie dans le contexte actuel, tout simplement parce qu'on l'a vu, les phénomènes de mutualisation ne s'appliquent plus. On a un très très grand nombre de biens qui ont été, enfin d'entreprises en l'occurrence, puisque c'est essentiellement la masse de sinistres concerne essentiellement des entreprises en Nouvelle-Calédonie, je crois à 96%. Voilà, on a eu un phénomène d'absence de mutualisation, puisque quasiment toutes les entreprises ont été concernées. On parle quand même d'un sinistre en termes de charges assurantielles de l'ordre de 1 milliard d'euros pour un territoire qui fait 200 000 habitants. C'est considérable. Merci, monsieur le directeur. On va passer à questions de mes collègues. On fait... Est-ce qu'on fait une 2 par 2 ou une vague de 4? On va faire 2 par 2. Une première question de Yves Bleuven, suivie de Simon Uzena. Et ensuite, on aura Anne-Marie et Jean-Luc. Bonjour, merci d'avoir mis ça à l'ordre du jour, parce qu'effectivement, c'est un sujet plus que prégnant. D'abord, une remarque sur la compréhension de cette situation, que l'on nous parle effectivement d'une situation particulière liée aux émeutes qu'on a connues dans les banlieues ou ce qui se passe aujourd'hui sur la Nouvelle-Calédonie. Il y a des éléments nouveaux qui peuvent effectivement perturber un écosystème et un mode de fonctionnement. Ça peut se comprendre et ça peut s'expliquer. Autant les deux représentants de deux filières, la filière bois, la filière agroalimentaire, moi, je ne comprends vraiment pas quelles sont les justifications de cette évolution de la position des assureurs. Ça, c'est une première remarque. Sur les questions, là, j'ai une question à M. Esmin. On parle souvent de banque assurance, puisque vous l'avez dit, vous avez deux métiers, un métier de banquier, un métier d'assureur. Quel est le métier qui paye le plus aujourd'hui? C'est sans doute le métier de banquier, peut-être un peu moins le métier d'assureur. Et c'est peut-être un repli stratégique sur ce métier des banques au détriment du métier d'assureur. En tout cas, c'est l'impression que ça donne vu de l'extérieur. Une question à M. Prunier, quand vous parlez des entreprises agroalimentaires. J'ai en mémoire sur une ancienne vie que quand on livrait la grande distribution, on devait apporter, notamment sur les MDD, les marques distributeurs, des attestations d'assurance
Demain, vous n'avez plus d'assureur, vous n'avez plus d'attestation, vous n'avez plus de clients non plus. C'est des choses réelles. Je ne sais pas si dans le bois c'est la même chose, mais vos clients veulent des garanties et des assurances. Et tout ça montre l'interaction qu'il y a entre toute la chaîne de production, la chaîne de valeur. Quand demain un acteur s'arrête, il peut provoquer un séisme sur l'ensemble de la filière. Et puis, je terminerai sur l'auto-assurance. Alors c'est vrai que dans certaines filières, ça existe. J'ai en tête, moi, un exemple très concret dans le bâtiment, et c'est ma BTP, qui est une assurance mutualiste qui assure tous les risques de la filière du bâtiment. Ça existe bien, l'auto-assurance, puisque... Et c'est ma BTP, je regardais sur l'historique, 160 ans, c'est une assurance qui est née de professionnels, donc ça peut se faire et ça existe déjà. Effectivement, M. Parisot dit c'est pas forcément notre métier, mais si demain il n'y a plus d'assureurs, c'est peut-être des schémas d'assurance interprofessionnelle ou de filière qui devront se mettre en place. Peut-être plus facilement sur l'agroalimentaire, mais et puis je fais un parallèle avec ce qu'on vit dans les collectivités. Les collectivités sont déjà obligées un peu de s'auto-assurer sur un certain nombre de risques ou de faire... Alors après, on n'est plus tout à fait dans l'assurance, mais quand on fait des achats groupés ou quand on fait des contrats sur un certain nombre de choses, je pense aux contrats d'énergie sur plusieurs années, on est quelque part dans un espèce de jeu d'assurance aussi. Et donc, il faudra être innovant, imaginatif pour peut-être essayer de trouver d'autres pistes pour trouver des solutions. Merci Yves. Simon, je vous demande de faire concis, chers J'ai collègues. bien entendu le message. Merci pour vos interventions. Moi, ça ne vous surprendra pas, je vais plutôt me tourner vers le directeur général de France Assureur, parce que d'une certaine manière, c'est aussi le sens de vos propos. Vous dire quand même que beaucoup d'acteurs de terrain, qu'ils soient dans le monde économique, dans le monde des collectivités, quand on leur parle des assurances, c'est un peu la phrase de Coluche qui leur vient à l'esprit. Expliquez-moi de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. Mais continuer à payer quand même. C'est un peu ce sentiment-là qui ressort, y compris des témoignages aujourd'hui. Et tout d'abord sur la vie démocratique, même si ce n'est pas l'objet premier de cette table ronde aujourd'hui, insister sur ce point, les collègues en ont parlé, mais que ce soit les collectivités locales qui elles aussi reçoivent à quelques semaines de la fin de leur contrat un simple courrier en disant pour des raisons qui ne sont même pas précisées, on va engager la résiliation de votre contrat d'assurance. Déjà sur la forme, sur la méthode, et on en a plein d'exemples dans tous nos départements, c'est extrêmement brutal. Je pense que déjà sur ce seul point-là, il y a des marges de progression, il y a sans doute des éléments qui peuvent être entendus, y compris de la part de la collectivité, peut-être des besoins d'accompagnement, mais en tout cas, veiller à ce point-là. Et puis jusqu'aux permanences parlementaires, enfin, je ne sais pas si les collègues nouvellement élus ont été confrontés à cela, mais moi j'en ai un certain nombre d'exemples où on a, je ne sais pas, essuyé combien de refus pour assurer une permanence parlementaire. On est représentant de la nation, donc on doit être sur le terrain au contact de nos concitoyens, et les assurances nous disent on ne vous assure pas. Et les propriétaires qui disent légitimement si vous n'avez pas d'assurance, vous devez rendre votre local. Enfin, sur le plan démocratique, ça pose quand même un très très gros problème. Et puis le point sur lequel je souhaitais insister en lien avec... le rapport d'information que nous avons rendu dans le cadre de la délégation aux entreprises avec mes collègues Lauriane Josande et Brigitte Deveza sur entreprises et climat, l'enjeu de la compétitivité carbone, parce qu'on parle de la compétitivité financière, mais il y a cet enjeu de la compétitivité carbone. Vous évoquez, Monsieur Esmin, tout à l'heure, les investissements, notamment en matière de transition. Et moi, je souhaiterais savoir quelle était votre politique dans le monde assurantiel pour la prise en compte et la valorisation des actions en matière notamment de décarbonation. Parce qu'on parle bien de l'augmentation des sinistres et de l'augmentation de la charge des sinistres, mais de l'autre côté, on sait le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction pour les entreprises,
pour notre environnement et par voie de conséquence sur le moyen et long terme pour l'ensemble des acteurs de nos sociétés, donc que ce soit dans le bâtiment, dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, comment vous faites en sorte de valoriser, de prendre en compte les efforts très importants consentis par les entreprises pour limiter leur empreinte carbone, pour s'adapter au mieux dans la consommation des ressources, par exemple en eau, en énergie, et pour faire en sorte que ces entreprises-là ne soient pas systématiquement perdantes, parce qu'elles doivent investir, consentir des efforts. De l'autre côté, quand on entend les montants donnés sur les primes, sur les franchises, etc., c'est assez délirant. Donc voilà, moi je souhaitais, en lien avec ce rapport d'information où nous avions pointé ce problème, pouvoir vous entendre, et je vous remercie par avance pour vos réponses. Messieurs. Moi, ça va être très rapide. Hein. Effectivement, si on n'a plus de responsabilité civile, on ne peut plus travailler avec nos clients. Hein. Ils exigent qu'on ait une assurance pour pouvoir livrer des produits qui couvrent les risques sanitaires, notamment. Donc ça, c'est un point d'entrée complet hein, sur le marché, en fait. L'assurance, comme disait M. Parisot, ce n'est pas un fournisseur comme un autre. C'est pas une notion de fournisseur. Donc, il y a des enjeux derrière. Et après, un problème de fond, c'est les délais. En 3 mois, vous ne pouvez pas vous retourner. On est face, on est habitué dans nos métiers hein, à être pris entre le marteau et l'enclume, mais là on se retrouve dans des situations où en 3 mois, de toute façon, vous n'avez pas le temps de vous retourner. C'est pas normal que des gros acteurs aient si peu de délai de préavis. Je vais permettre de compléter ce que dit M. Prunier. Donc effectivement, on a des clients, les gros clients qui sont très organisés, nous auditent tous les ans et on doit montrer patte blanche sur tout un tas de sujets, et notamment la garantie qu'on puisse les fournir pendant un certain temps. Et donc l'assurance, c'est un vrai sujet. Et il y a un autre domaine, c'est qu'on est aussi challengé sur la baisse de notre empreinte carbone. Mais là, on a aussi des freins sur les assurances notamment, pas seulement, mais sur les assurances, pour aller dans ce sens-là. Donc on est dans un schéma un peu ambigu où effectivement l'assureur a un rôle clé dans le développement de l'entreprise. Je vais répondre peut-être. Il y a une question sur la question de la banque assurance. Alors, moi, je représente France Assureur, donc c'est le nom d'usage de la Fédération française des assurances, qui regroupe l'ensemble des assureurs qui sont présents en France. Alors, parmi ces assureurs, il y en a effectivement un certain nombre qui sont par ailleurs banquiers, qui sont donc banque assureurs. Mais c'est pas la majorité. C'est-à-dire que si on regarde l'ensemble des membres de France Assureur, c'est qu'une partie réduite qui a aussi une activité bancaire. Donc, pour tous les autres, la question de mettre plus ou moins la voilure sur l'assurance ou la banque ne se pose pas, ils sont que assureurs. Ce sont des assureurs importants, oui, puisque le marché bancaire est relativement concentré en France. Il y a beaucoup moins d'acteurs dans le monde bancaire que dans le monde assurantiel. Donc ce sont effectivement des acteurs importants aussi en assurance. Et de fait, on observe que la dynamique des banques assureurs, est particulièrement marquée depuis maintenant plusieurs décennies. Donc, il se développe beaucoup en assurance. Donc, il n'y a pas une volonté de se replier vers la banque. Au contraire, il y a une volonté d'aller vers plus d'assurance pour ceux qui font par ailleurs le métier de banquier. Vous aviez une question, monsieur le sénateur, sur la manière dont les assureurs investissent et financent les entreprises. Le choix des critères ESG, on va dire, et de manière plus globale, la politique d'investissement est propre à chaque assureur. Ils doivent d'ailleurs la communiquer aujourd'hui dans des rapports extra-financiers. Ils devront le faire de manière encore plus détaillée, comme toutes les entreprises demain, dans le cadre de la directive CSRD. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au global, on a aujourd'hui 82% des actifs investis par les assureurs qui font l'objet d'une analyse ESG, avec des considérants qui peuvent être évidemment différents d'un assureur à un autre. Chacun a défini de manière propre quelle est sa stratégie en la matière ou sa politique en la matière. Néanmoins, au global, on voit qu'une écrasante majorité des actifs font l'objet, pour les choix d'investissement, d'une politique de cette nature.
Alors, juste, Monsieur le Président, il y avait les questions des investissements, je n'ai peut-être pas été suffisamment clair dans ma question, mais aussi le traitement assurantiel des entreprises, c'est-à-dire une entreprise qui aujourd'hui, je prends l'exemple de P3G, qui va être très volontariste, qui va mener des actions pour réduire son empreinte carbone, etc. Bah, la logique, en tout cas vue de l'extérieur, c'est de dire sur le plan de l'assurance, il faut qu'on essaye de l'accompagner parce qu'en réalité, par son action, elle contribue à réduire les risques qui pèsent sur l'ensemble du tissu économique, donc à réduire le niveau des sinistres et la charge qui va peser sur notre activité. Donc c'est sur le moyen long terme gagnant pour nous. Mais est-ce que vous engagez ce type de réflexion? Qu'en est-il précisément? Pardonnez-moi, effectivement, j'avais mal compris votre question. Donc, en matière de politique de souscription, donc d'activité assurantielle, chaque acteur est libre et il y en a effectivement certains qui prennent en compte des considérations de ce type dans le choix de leur politique de souscription. On voit que de plus en plus, on va dans le sens d'une transparence sur ces sujets et d'une nécessité de rendre compte de ces questions, et c'est notamment ce qui est lié à la directive que j'évoquais, c'est-à-dire la directive CSRD. Je vais préciser encore, parce que je pense que vous n'avez pas bien compris encore. C'est-à-dire, on met des photovoltaïques sur nos toits, on n'est plus assuré. Voilà. C'est une question purement de critères d'assurabilité. Ce n'est pas une question de politique CSRD. Hein. C'est vraiment une question voilà, le matériel photovoltaïque tel qu'il est aujourd'hui, apparemment, est plus risqué et donc on ne peut pas assurer une usine. Oui. Du bâtiment en question. Christophe qui est à côté de moi pourra développer la réponse, mais de ce que vous disiez tout à l'heure, on est sur une question qui dépasse la situation même de l'assurance, puisqu'on voit que, enfin vous le disiez vous-même, les pompiers refusent d'intervenir dans un certain nombre, c'est vous qui le disiez, pardon, peut-être, Monsieur Prunier, qui refusent d'intervenir dans un certain nombre de cas de figure. Donc on voit bien qu'on est aux confins entre deux notions qui sont l'une assurantielle, l'autre de pure maîtrise des pure maîtrise des risques. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas aller dans le sens du photovoltaïque, bien au contraire. Et je le crois tellement pas qu'il ne faut pas aller dans le sens du photovoltaïque. Donc je pense qu'il faut aller dans cette direction, qu'on a précisément des actions au sein de France Assureur pour essayer de rendre ces activités demain assurables. Parce qu'on est bien conscient qu'effectivement, il y a un problème particulier qui, encore une fois, dépasse la seule situation ou la seule question de l'assurance. Panneaux photovoltaïques, un parc français qui croît fortement, on est à plus 31% entre 2023 et 2022. On agit, nous, concomitamment avec Assureurs Prévention, qui est notre association sœur, à la fois sur l'analyse des risques qui sont liés à ces panneaux, être capable de mieux quantifier, de mieux appréhender de manière fine l'analyse des risques qui est associée, et de manière plus, on va dire, plus préventive, on a travaillé à un guide méthodologique de contrôle des installations par thermographie infrarouge. Pardon, c'est un peu technique et je dois dire que ça dépasse moi-même mon champ de compétences. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il n'y a pas, loin s'en faut, un désintérêt de ces questions de la part du monde de l'assurance. Et bien au contraire, on essaye d'agir de deux manières. On prend l'exemple ici du photovoltaïque, on pourrait prendre d'autres exemples, comme par exemple le risque cyber. On essaye d'agir de deux manières. D'abord, en essayant de quantifier le risque, parce qu'un risque qui est mal quantifié, il est difficilement assurable. Et deuxièmement, en agissant sur la prévention, c'est-à-dire en développant les bonnes pratiques dans le cas des panneaux photovoltaïques, sur la manière de les poser pour justement minimiser les risques associés. Merci, Monsieur le Directeur. Je relance une salve de questions. On va faire tout le monde, donc prenez des notes pour les réponses. Non, parce qu'il nous reste 20 minutes. Donc je vais vous donner la possibilité de poser vos questions et après vous ferez une réponse globale chacun aux questions. Alors, dans l'ordre, Franck Ménonville, il est plus là, il est sorti. Bon, bah alors on va faire Anne-Marie Nedelec, Jean-Luc Brault, Anne-Sophie Romani, Patrick Chauvet et Franck Ménonville. Terminera. On fait les 5 d'un coup, Franck, tu feras la dernière. Vas-y. Merci Président, merci messieurs pour cet échange. Bon, je vais essayer d'être très, très brève. Monsieur Parisot a fait allusion à plusieurs reprises à comparer avec les sites qu'il avait apparemment dans les pays de l'Est. Je suppose que ce sont des pays qui appartiennent à l'Union européenne.
Voilà, donc je voudrais savoir si la différence de traitement, on peut l'imputer uniquement à ce qui a été dit, c'est-à-dire les normes, les contraintes sur lesquelles nous sommes particulièrement efficaces en France, c'est vrai, ou est-ce qu'il y a d'autres... Parce que les risques, si on exclut évidemment les émeutes outre-mer, mais vous nous avez dit que de toute façon, ça n'entrait pas dans le cadre de la mutualisation. Donc pour le reste, malheureusement, les risques d'attentats, catastrophes naturelles, etc., je pense que c'est assez semblable, malgré tout, d'un pays à l'autre. Donc comment... ou un peu différent, mais à ce point... Parce que quand on entend tout de même ce qui vient d'être dit et que par ailleurs vous nous dites que dans vos autres sites européens, bon, ben, la situation est restée normale, on s'interroge quand même là-dessus. Donc est-ce que nos normes et nos contraintes sont les seuls responsables de cette explosion ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Président, une seule question rapide. J'ai été confronté à ce problème-là dans le BTP avec une entreprise qui pesait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires avec mes enfants. Et puis, il y a déjà 10 ans, on avait de plus en plus de problèmes à se faire assurer sur les problèmes décennales. Aujourd'hui, il y a deux choses que je dirais aux assureurs. Il faut qu'on trouve le moyen d'avoir des vraies attestations qui soient véritables, sincères et vraies, parce qu'il y a une grosse tricherie actuellement sur les décennales dans le bâtiment et notamment dans le cadre des appels d'offres. Et la deuxième question, j'avais résolu le problème, moi, en s'auto-s'assurant jusqu'à entre 50 000 et 100 000 euros, suivant les interventions de l'agroalimentaire ou dans le bâtiment pur. Est-ce que le fait de s'auto-assurer ne pourrait pas permettre d'avoir, demain matin, s'auto-s'assurer jusqu'à un certain montant, moi je vous parle de 50 000 euros, on avait sur des gros chantiers un peu plus, nous permettre d'avoir des assurances décennales qui coûtent très très cher aujourd'hui. C'est comme le disait Yves tout à l'heure, le BTP, mais même le BTP aujourd'hui, même la SME BTP recule, commence à reculer. S'auto-s'assurer, ça devrait vous permettre, messieurs les assureurs, de nous donner des assurances de qualité et puis d'être assurés parce que, et je termine là-dessus, quand on a un pépin, si on le déclare, on les déclarait tous, mais on les réparait rapidement. Et on s'apercevait qu'un pépin qu'on pouvait chiffrer à 50 000 euros, quand on le réparait dans les 48 heures, il coûtait 10 000 euros. Donc ça ne coûtait rien à l'assurance. Donc aujourd'hui, je pense que s'auto-s'assurer nous-mêmes, les entreprises, c'est un élément sur lequel vous devriez vous pencher et nous permettre d'obtenir des assurances à des prix de qualité. Merci Monsieur le Président, merci messieurs. Moi je souhaitais intervenir sur l'assurance récolte pour les agriculteurs. Assurance récolte qui permet de combler les aléas climatiques, les maladies. Mais aujourd'hui, j'entends des agriculteurs, je suis sénateur de la Marne, pardon, pour situer. J'entends des agriculteurs qui préfèrent se passer d'assurance. Ils ont aujourd'hui une évolution sur leur exploitation avec des aléas, les aléas des sangliers, par exemple, qui pillent les champs, les oiseaux migrateurs, les vols d'oiseaux migrateurs, où il faut les laisser s'exprimer, ces oiseaux. Du coup, les grues... Alors, la région Grand Est compense une partie, mais ce n'est pas l'affaire de la région, c'est quand même l'affaire de l'assurance. Et je voulais savoir si vous meniez une réflexion pour faire évoluer l'assurance récolte des agriculteurs. Est-ce que vous pourriez réfléchir à englober d'autres aléas que l'aléa climatique qui finalement aujourd'hui est mal compensé et ce problème persiste en tout cas. En tout cas, quand on entend des agriculteurs dire « moi je préfère finalement ne pas m'assurer parce qu'un coup sur deux je ne suis pas remboursé », est-ce qu'on peut faire évoluer l'assurance récolte? Merci. Merci, Président. Moi, je voudrais revenir sur un élément important, c'est de regarder devant. Il est évident que l'assurance est un maillon essentiel dans l'activité économique. On a besoin de réindustrialiser. Je vais peut-être vous parler un peu d'intérêt général pour le pays, de décarboner. On a besoin de produire de l'énergie. Tout ça est lié. Et si l'assurance est un maillon essentiel, et si ce maillon-là s'affaiblit, je crains qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Vous avez évoqué tout à l'heure
vous alliez vers plus de transparence. Je pense que tout le monde y a intérêt. Moi, j'aimerais bien si vous pouviez nous donner des pistes pour essayer de revenir dans l'intérêt général, qu'on sorte un peu de l'intérêt particulier. Je suis sénateur de Normandie. On a un groupe d'assurance qui va plutôt bien, et tant mieux, et il en faut, qui a investi énormément dans l'immobilier, premier investisseur immobilier sur la métropole dans mon département. C'est bien, parce qu'on en a besoin aussi, mais en même temps, on se dit on ne peut pas être le premier investisseur immobilier puis plus faire son job d'assureur, parce qu'on n'assure plus. Donc, est-ce que dans le cadre de la transparence, on a peut-être besoin de rappeler ce que c'est un groupe d'assurance, pourquoi il est là. Et puis, alors je sais que cette question-là, je l'ai déjà posée, c'est jamais l'assurance en direct, c'est une filiale, mais il ne faut pas nous prendre non plus pour voilà, une expression, les perdreaux de l'année en Normandie, elle existe peut-être ailleurs. Mais pour positiver, voilà, je pense qu'il faut essayer de regarder les pistes pour atteindre les objectifs d'intérêt qu'on a pour ce pays demain, parce que sinon, ça finira mal pour tout le monde, y compris pour l'assurance. Hein. Si elle n'a plus d'objet ou si elle n'est plus reconnue pour ce qu'elle devrait être, ou si elle n'assure plus que quand il n'y a pas de risque, je pense qu'on aura d'autres débats ou d'autres échanges. Merci à vous. Merci, merci, cher collègue. Ah oui, il y avait Franck encore. Pardon, Franck. Oui, merci, Président. Oui, ma question s'adresse à Monsieur Esmin plus particulièrement, et notamment, on voit bien, il y a l'émergence, ça a été dit, de nouveaux risques. Il y a l'évolution des risques en général. Et moi, je voudrais avoir votre approche concernant l'intelligence artificielle au service des compagnies d'assurance, parce que moi, je vois apparaître aujourd'hui finalement une modélisation finalement du risque au travers et de la gestion des risques au travers l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui guide quand même, ou qui pourrait guider l'approche même de la couverture assurantielle. Et je pense que c'est pas indépendant d'un certain nombre de choix d'assureurs de désassurer aujourd'hui un certain nombre de secteurs, d'un certain nombre d'entreprises qui finalement ne sont pas soumises actuellement à des problèmes actuels, mais qui est dans une dynamique émergente et qui finalement font l'objet d'une difficulté à s'assurer, ou alors d'une hausse des cotisations de façon importante. Merci Franck. Une dernière question courte, il m'a dit, de Michel Canevet. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le Président. Devant les difficultés ou les réticences des assureurs à couvrir les risques dans notre pays, n'y a-t-il pas justement l'opportunité de voir venir un certain nombre d'assureurs étrangers, et est-ce que dans ce cadre, le cadre législatif de notre pays est approprié pour bien couvrir les risques? Merci, chers collègues. Messieurs, il nous reste 10 bonnes minutes, un petit quart d'heure, donc je vous laisse gérer les répartitions pour répondre aux différentes questions de mes collègues. Bien prendre la parole pour quelques éléments de réponse, pas surtout. Madame, vous avez posé la question des pourquoi est-ce qu'il y a un traitement différent dans d'autres pays, et comment on l'appréhende. Très sincèrement, je ne peux pas répondre à votre question, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que le coût des sinistres dans les pays d'Europe de l'Est sont moindres qu'en France. C'est moins cher de reconstruire. Les délais d'instruction, la France est un pays d'experts, hein. C'est des guerres d'experts. Vous avez un sinistre, tout est gelé pendant des mois et des mois et des mois. Ce qui coûte cher en perte d'exploitation, ce qui coûte cher, etc. Donc les délais de résolution sont beaucoup plus courts. Voilà, mais j'ai pas d'autres. Alors il n'y a pas d'émeutes, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de. Bon, je ne sais pas si ça joue beaucoup. Ils ont des catastrophes naturelles pas beaucoup plus que les autres. Donc je n'ai pas d'autres éléments de réponse à vous donner là-dessus. Sur le sujet de l'auto-assurance que j'ai entendu, pour moi c'est un sujet d'une grande complexité. On a fait l'expérience de prendre en charge nous-mêmes toute la collecte on s'est réunis entre industriels et distributeurs pour faire toute la collecte des déchets d'ameublement. Ça faisait partie des obligations. On voit que c'est vraiment un métier très complexe, et je pense que l'assurance c'est encore pire.
Et le problème d'auto-assurance, c'est qu'on est sur des montants qui sont très très élevés. Je ne connais pas l'agriculture et l'agroalimentaire, mais une usine, ça se chiffre en centaines de millions d'euros. Donc je pense que c'est très compliqué de s'auto-assurer. Il faudrait être tous d'accord, et c'est déjà difficile de se mettre d'accord à deux, alors à plusieurs, c'est compliqué. Je voudrais... Vous avez pointé également le sujet de l'intérêt général. Et moi, je suis complètement d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle je disais que l'assureur n'est pas un fournisseur comme les autres, comme le banquier n'est pas un fournisseur comme les autres. C'est vraiment deux choses très différentes qui sont inhérentes à l'entrepreneuriat et l'investissement. Écoutez, il y a quelques années, l'État français a créé un challenger aux banquiers qui s'appelle BPI France, et je trouve que c'est aujourd'hui un pilier de l'investissement en France. Et écoutez, pourquoi ne pas faire le BPI France de l'assurance, donc introduire un challenger dont l'algorithme serait un peu différent et un peu plus de l'intérêt général, et qui viendrait concurrencer les assureurs. Parce que les assureurs, ils sont étrangers, hein. Tous nos assureurs sont étrangers. On a l'assureur principal qui est français, mais tous les autres sont étrangers. Parce qu'on a besoin d'un pool d'assureurs souvent dans les grosses opérations. Donc on est déjà très très internationalisé. Mais les étrangers ont les mêmes logiques commerciales que les autres. Voilà. Merci, Président Parisot. Président Prunier ? Juste pour répondre, hein, il y a déjà des entreprises qui commencent à faire appel à des assureurs étrangers parce qu'elles ne trouvent plus en France, mais avec un risque quand même, parce que les règles, c'est pas très bien clair pour les entreprises si les règles sont bien les mêmes, si on est bien couvert. Hein, parce que c'est bien d'avoir un assureur, mais il faut être sûr qu'il soit bancable le jour où il y a un problème. Hein. C'est pas la peine d'avoir un assureur si l'assureur fait faillite le jour où vous avez un sinistre. Hein, c'est quand même... Non, mais il y a des moments, il faut bien remettre les choses dans le bon ordre dans tous ces sujets-là. Alors, et après, ce qui est intéressant, c'est que finalement, si on dit qu'il n'y a plus que 10 assureurs, on est face à un oligopole. Il n'y a plus de marché, il n'y a plus de concurrence. Donc là, on a un vrai problème. Donc là, le législateur, à un moment, va devoir s'emparer du sujet pour rétablir l'équilibre dans les relations. Une PME qui fait 50 millions, si elle est face qu'à des mastodontes qui font plusieurs milliards, elle ne peut rien faire. Donc là, il y a un vrai sujet d'équilibre dans la relation, comme nous, on a dans la relation commerciale avec les distributeurs, mais là, on commence à avoir un vrai problème dans l'équilibre dans la relation avec les assureurs, sachant que sur 10, il y en a 3 qui quittent l'agroalimentaire, apparemment. Merci, Président Prunier. Monsieur le directeur. Peut-être, je vais répondre bien sûr aux questions. Il y a une réaction quand même sur le fait que l'assurance entreprise ne serait pas concurrentielle. Je pense qu'au contraire, elle est extrêmement concurrentielle. Et c'est bien parce qu'elle est extrêmement concurrentielle qu'on a pu arriver par le passé à des situations où des assureurs arrivaient à des situations déficitaires sur certains marchés. 10 acteurs, c'est peut-être moins que ce qu'on observe sur d'autres segments d'assurance comme les segments de particuliers. Ça reste un nombre qui est relativement élevé. Encore une fois, il y a beaucoup de champs économiques en France où il y a moins de 10 compétiteurs et on ne considère pas qu'il y a un problème de concurrence. Parmi les questions que vous posiez, il y en avait une sur les catastrophes naturelles. On n'a pas parlé du régime des catastrophes naturelles. Il a effectivement un impact dans le prix, dans le tarif de l'assurance entreprise. Et un impact qui n'est pas négligeable puisque la surprime va être portée à 20%. Donc je ne suis pas du tout en train de critiquer le régime CatNat, hein, qu'on soit bien d'accord. Au contraire, je trouve que c'est un régime qui est extrêmement vertueux, qui a été pensé dans une approche qui soit globale, c'est-à-dire qui concerne à la fois les entreprises mais aussi les particuliers. On ne peut pas cacher qu'il y a effectivement une charge importante qui pèse sur les entreprises. C'est le choix que vous avez vous-même fait, hein, qui a été fait par la représentation nationale. Encore une fois, je ne conteste pas du tout ce choix, mais il faut être conscient que ça a quand même un impact, effectivement, sur les cotisations des entreprises et un impact qui est relativement sensible.
L'assurance agricole, c'est un sujet qui mériterait une table ronde à lui tout seul, en réalité. C'est effectivement un énorme sujet. C'est comment on arrive à mieux assurer, à mieux couvrir, à mieux protéger ce qu'on a coutume d'appeler la ferme France. C'est évidemment un sujet, peut-être même le sujet de compétitivité numéro 1 de notre pays. Alors, il y a eu cette réforme qui a été posée sur la table avec le principe que les 20 premiers pourcents, c'est de l'auto-assurance. De 20 à 50%, c'est un système mutualisé entre les différents assureurs qui interviennent sur ce marché et une subvention publique qui est quand même très conséquente, hein, puisqu'on parle de 70% de la prime. Et au-delà, c'est l'intervention de l'État. Je trouve que dans son énoncé, c'est un système qui est assez vertueux, qui fonctionne bien. Force est de constater là encore qu'avec un décollage ou un démarrage qui était bon la première année, ça a tendance à s'essouffler un peu. Je pense que c'est encore un peu tôt pour en tirer un bilan, ne serait-ce que parce que le pool de coassurance n'est pas encore en place. J'espère qu'il le sera prochainement. Mais en tout cas, effectivement, c'est un sujet absolument essentiel, absolument fondamental. C'est une question de projet de loi de finances aussi, avec une enveloppe de 5 à 600 millions sur la participation de l'État. Je ne sais pas comment ça va se travailler sur les semaines qui viennent. Sur l'intervention d'acteurs étrangers, en réalité, c'est déjà possible aujourd'hui dans le cadre de l'Union européenne. Hein, les acteurs, au terme des directives européennes, les acteurs européens peuvent agir en France au titre de la liberté d'établissement ou la libre prestation de services. Dans les faits, ça se fait relativement peu. Vous parliez d'acteurs étrangers, ça se fait plus généralement au travers de filiales d'acteurs étrangers qui sont présents en France. Et chaque fois qu'on a vu l'utilisation de la libre prestation de services, par exemple en assurance construction, on a plutôt eu des convenus en termes de protection des assurés et des consommateurs. Donc, je pense qu'il faut quand même être assez prudent sur ces sujets, même si encore une fois, c'est une faculté qui aujourd'hui est parfaitement offerte par les directives européennes. Il y avait une dernière question sur les pistes. Et effectivement, je pense que c'est la question fondamentale. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces difficultés d'assurance de manière constructive? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Nous, en tant que fédération, on a mis un certain nombre de pistes sur la table, justement pour essayer de limiter l'inflation galopante qu'on observe. Alors, il y a un certain nombre de pistes qui concernent plutôt les marchés de particuliers. Dans mon propos introductif, j'évoquais la question du transport public de voyageurs. Je pense que c'est vraiment une question fondamentale et je saisis cette opportunité pour évoquer ce point devant votre délégation. On a eu l'année dernière une situation qui était une grande première, c'est-à-dire que le Bureau central de tarification, ce qui est donc l'autorité indépendante qui peut être saisie par des assurés qui ne trouvent pas d'assureur pour porter leur risque, a été saisi pour la première fois par des entreprises sur le risque transport, sur le risque automobile. En l'occurrence, c'était des autocaristes, donc des entreprises d'autocars qui faisaient du transport public de voyageurs, dont pour certains du ramassage scolaire, qui est quand même le service public par excellence. Et ces entreprises ne trouvaient plus à s'assurer. On a réussi à régler cette situation grâce au Bureau central de tarification. Néanmoins, c'est un vrai signal d'alerte et je pense qu'il faut en être conscient. C'est-à-dire que année après année, le transport public de voyageurs est peut-être un message préliminaire d'une situation qui va s'amplifier ensuite sur d'autres champs de l'assurance automobile. Pourquoi est-ce qu'on en est dans cette situation? Tout simplement parce qu'on a une explosion de la sinistralité qui vient de différents postes, notamment le coût des sinistres graves. Il y a quelques années, un sinistre grave, donc malheureusement une personne qui est victime d'un accident de la route et qui est lourdement handicapée. Il y a quelques années, un sinistre de ce type en France, c'était 5 millions d'euros. Ensuite, il y a 5 ans, c'était de l'ordre de 10 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est plutôt, parfois, on a des dossiers à 15 millions d'euros et on a même eu dans un passé récent des dossiers qui dépassaient allègrement ces montants.
Alors, je sais que c'est une situation qui est politiquement extrêmement sensible. On voit bien la question de l'indemnisation des victimes derrière. Et comme tout un chacun, si nous-mêmes ou un de nos proches était victime d'un accident de la route, on souhaiterait l'indemnisation la plus élevée qui rétablisse en totalité le préjudice ou l'estimation du préjudice. Néanmoins, il faut être conscient que la situation actuelle où il n'y a pas d'harmonisation, selon que vous êtes votre dossier est jugé dans une cour d'appel ou dans une autre, vous n'aurez pas du tout la même indemnisation. Et il n'y a pas de barème d'indemnisation, donc il y a un phénomène qui est fortement inflationniste au fil du temps. Donc ça pose un double problème. Ça pose un problème d'équité et ça pose un problème à terme d'assurabilité. C'est-à-dire que si les assureurs ont refusé d'assurer dans un premier temps les autogaristes, ça ne résulte pas d'un calcul. C'est tout simplement le constat qu'elles étaient dans l'incapacité de faire face à ce risque potentiel. Et si on ne se saisit pas de cette question de manière volontariste, je crains qu'on soit demain dans une situation où il y aura un secteur d'activité de plus qui sera dans une situation de difficulté d'assurance. Donc, encore une fois, j'ai pris cet exemple, j'aurais pu en prendre d'autres. Effectivement, je pense que la question centrale, c'est comment on fait. Comment est-ce qu'on peut agir aujourd'hui pour éviter de se retrouver demain avec des nouveaux secteurs qui soient dans des situations de difficulté d'assurance, voire d'inassurabilité? Merci, monsieur le directeur. Je pense que... Alors, il y avait Gilles. Alors, une petite remarque d'1 minute, cher Gilbert. Le Sénat a voté une loi, une proposition de loi de Madame Lavarde sur les catastrophes naturelles. Alors, on n'a pas réglé le problème définitivement, mais on a progressé sur la prévention notamment. Enfin, je vois que vous émettez quelques doutes, mais bon, c'était intéressant de mettre sur la table les discussions concernant ce risque précis. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Gilbert. Mes chers collègues, messieurs, alors on n'a pas fait le tour de la question, mais je pense qu'on a déjà bien avancé. Je me tourne vers les co-rapporteurs. Moi, je tenais sincèrement à vous remercier, messieurs les présidents Prunier et Parisot, monsieur le directeur, pour votre présence. Ce que je vais dire là ne m'implique que moi et n'est qu'une réflexion personnelle, mais je me rends compte... Je veux incriminer personne, ni être à la décharge de personne, mais vous avez fait une réflexion qui m'a paru très intéressante, président Parisot, c'est que finalement, et moi je ne cesse de le dire ces derniers temps, sur bien des domaines, par des délocalisations, par certaines décisions qui sont prises par les entreprises et par la souffrance que peut connaître notre monde entrepreneuriat, c'est qu'on commence à payer certaines décisions politiques qui ont fait que on a voulu ces dernières années être les meilleurs dans ce qui rapporte à rien, mais qui donnait je dirais une qualification vertueuse. Et finalement, on a alourdi, on a chargé, on a complexifié. On le voit dans l'inflation, mais aussi dans le coût de la reconstruction, dans toutes ces choses-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les pans de notre économie le payent. Et finalement, une des raisons, je dis une des raisons qui fait cette difficulté d'assurance, c'est aussi que le fait que les assureurs ne sont pas non plus des philanthropes. Vous êtes aussi là pour faire fonctionner des entreprises, mais que vous avez des coûts aussi, et que quand on regarde le coût que nécessitait, vous l'avez dit, M. Parisot, une reconstruction d'il y a quelques années, c'est plus du tout le même coût aujourd'hui. C'est valable pour le matériel, c'est valable pour un certain nombre de choses. Et c'est aussi peut-être aussi une des conséquences de la surtransposition, puisqu'on ne retrouve pas forcément ça dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc il y a un moment, il va falloir peut-être aussi prendre les bonnes décisions. C'est un petit peu les sujets qu'on a abordés ces derniers mois à la délégation. Et il est temps que, je pense qu'il y a déjà beaucoup de mal de fait, mais qu'on mette un frein à ces surtranspositions forcenées et à cette complexité forcenée. Voilà. Moi, ça sera ma conclusion, mais je vous le dis, elle n'engage que moi, mais vous connaissez tous ma façon de penser sur le sujet. Voilà. Merci à toutes et à tous et bonne fin de journée.